chers amis, bonsoir. Je suis avec Amir Badram dans son bureau à Jaffa, à Yafo. Vous savez, ça fait quand même un certain temps que nous avons fondé ici, dans ce bureau, Shalom Salam. Ce soir, nous allons donner la parole à Anouar Abou Escher, qui est ancien ministre de la Culture de l'autorité palestinienne. Bonjour Anouar. Bonjour, Bonjour. bonsoir Anouar, qui est à Hébron. Ce webinaire va vous permettre de poser des questions à Anouar Abou Escher. Et donc, vous avez sur votre ordinateur, vous avez en anglais Q&A, Questions and Answers, et en français Q et R, questions et réponses. Et donc, vous écrivez vos questions, et dans la deuxième partie du webinaire, vous pourrez les poser, et Anouar vous répondra. Amir interviendra tout à l'heure, après la première partie, qui va être animée par Emmanuel Elbaz Feltz. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, alors nous on est à Jaffa, Tel Aviv, Emmanuel aussi, mais on n'est pas dans le même lieu exactement. Et Anouar, lui, est à Hébron, et qui lui transmettra vos questions. Alors, Emmanuel est journaliste pour de nombreux médias, correspondant en Israël pour de nombreux médias. Elle intervient aussi régulièrement dans les débats sur des chaînes israéliennes, et elle est connue en France comme correspondante du Point. Merci beaucoup Michel. Donc bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir Anouar. Bonsoir à vous tous, oui. Alors donc nous sommes là pour parler du plan Trump et du rôle de l'autorité palestinienne face à ce plan de paix, ce plan de paix éternelle dans le Moyen-Orient, comme l'a présenté le président américain. Et puis aussi de parler de façon un peu plus large des perspectives de paix, de comment vous les regardez, les analysez sur ces prochaines semaines, prochains mois et prochaines années. Donc voilà, je dis juste comme Michel l'a bien expliqué, nous allons faire cette interview pendant l'espace d'une demi-heure à peu près. Et puis ensuite, donc au cours de l'interview, si vous avez des questions, écrivez-les. Gérard les récupère et vous pourrez ensuite, elles seront donc ensuite posées à Anouar. Alors, je commence par la première question qui est un peu large, mais j'aimerais bien avoir votre commentaire assez général sur ce plan Trump. Comment vous l'avez accueilli quand vous l'avez lu et découvert pour la première fois? Moi, je crois que, d'abord, bonjour, bonsoir à tout le monde, et je suis vraiment content de vous parler, et je vous remercie de m'écouter. Et je fais ça, je ferai toujours ce genre de dialogue parce que je crois à la paix, et voilà pourquoi je suis avec vous, avec plaisir. Alors, le plan Trump, quand on a entendu parler de ce plan, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'arrêt des bombardements, l'arrêt de la guerre. Et ça, c'est un grand plaisir, parce que le nombre de morts quotidiennement pendant cette attaque était affreux et préoccupant, et on était tous tout le temps tristes à décompter le nombre des victimes. Maintenant que ça s'est arrêté, c'est très bien, même si ça n'est pas tout à fait arrêté depuis ce cessez-le-feu. Il y a presque 400 morts, enfin, selon les sources, qui ont été tués. C'est dommage. Donc ça, c'était une très bonne chose. Et autre chose, dans ce plan, euh, Trump renonce à déplacer tous les Palestiniens et de faire une révéra à lui, à Gaza. C'est ce qu'il disait au début. Maintenant, je crois que bon, enfin, il y a des sources qui disent qu'il se satisfait de la moitié de Gaza. On ne sait pas. Il n'y a rien d'officiel. Maintenant, il est vrai que, encore une fois, arrêter les bombardements, c'était une très bonne chose, mais tout le monde peut critiquer le plan de Trump, comme les accords d'Oslo. D'ailleurs, ça me rappelle qu'en 1993, nous avons eu les accords d'Oslo et on critiquait, beaucoup de monde critiquait ça. Et Yasser Arafat a répondu une fois, mais je sais critiquer beaucoup plus que vous. Mais voilà ce que nous pouvons réaliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut critiquer au plan de Alors Trump? D'abord, quelles sont les failles selon vous principales de ce oui, plan? exactement, merci. C'est que il ne parle pas de Palestiniens, il ne parle pas de l'OLP. Et, je crois qu'il ne parle pas vraiment d'un État palestinien. Il ne parle pas de droit international. Il ne parle pas d'égalité pour les Palestiniens. D'ailleurs,
je ne sais pas si il se préoccupe de l'avenir des Palestiniens qui vivent dans des conditions très lamentables. Et il s'en fout. Et on ne sait pas encore s'il a un œil sur les richesses naturelles en face de Gaza, par exemple le gaz. Euh, Tout ça, Je vous arrête sur un point parce que le plan Trump, quand même, sur le point 19 de ce plan Trump, que j'ouvre pour être précise dans mes dires, il parle quand même d'un chemin crédible pour l'autodétermination palestinienne et d'un État qui sera, et nous, les Américains, donc nous, les signataires de ce plan, donc pas que les Américains, les Israéliens aussi ont signé, reconnaissons les aspirations du peuple palestinien. Donc certains vous diront l'inverse de ce que vous avez dit, c'est que Netanyahou, le premier ministre israélien, s'est retrouvé signer la reconnaissance de l'aspiration du peuple palestinien à l'autodétermination et à un État palestinien. Est-ce que ça, c'est pas un point plutôt positif que négatif? oui, alors Netanyahu, il est habitué de signer et de renoncer à ses signatures depuis très longtemps. Il a déjà, rappelez-vous qu'il a même rencontré Mahmoud Abbas et il disait, oui, pour un État palestinien, il y a longtemps, puis il a changé d'avis, puis il a tout son temps pour rechanger son avis. D'ailleurs, parlant de Netanyahu, la peur maintenant, l'inquiétude, c'est que Netanyahu fasse quelque chose pour rendre le plan de Trump à l'échec, parce qu'il n'a pas encore admis que ce soit Trump qui décide plutôt que lui. Moi, j'ai peur qu'il y ait quelque chose qu'il fera qui déclenchera encore de nouvelles violences, en tout cas sur Gaza. Maintenant, aussi, même s'il y a ce point 19, il a écarté l'OLP, il a écarté les Palestiniens et il nous a nommé un haut commissaire britannique qui est un commerçant, c'est le moins qu'on peut dire. Donc, ce n'est Vous parlez de pas Tony très clair. Blair. Tony Blair qui doit superviser une force internationale qui serait d'abord responsable de la gouvernance et de la supervision à Gaza avant de laisser rentrer une gouvernance palestinienne. Oui, le bas commissaire britannique, vous savez que pendant plusieurs années, hein, il était à Jérusalem, à l'American Colony, et il n'a jamais rien fait pour les Palestiniens, hein. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est Trump qui a la haute main, quoi, sur tout ce qui se passe à Gaza. Ce n'est pas très rassurant. Jusqu'à maintenant, on peut dire que la situation des Gazaouis ne s'est pas beaucoup améliorée. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de faim, mais il y a encore des gens qui ont faim, et tout le monde a vu comme la vie dans les tentes est une vie misérable et que rien n'est fait vraiment, sérieusement, pour diminuer les souffrances des Gazaouis. Nous le savons, alors que Trump, il peut éventuellement obliger le gouvernement israélien à laisser passer, par exemple, 600 camions par jour au lieu de 200, par exemple, entre autres, parce que la situation est insoutenable à Gaza. Le plan Trump a réalisé une seule chose, à mes yeux, c'est qu'elle a arrêté les bombardements massifs. Et c'est très bien. Pour le reste, Selon le, pas ce que ça cache. alors, selon le plan, et aujourd'hui la situation sur le terrain est telle qu'en fait la bande de Gaza est divisée en deux. Une moitié, 53%, est sous le contrôle de l'armée israélienne, l'autre moitié est sous le contrôle du Hamas, qui a repris la main mise sur le terrain. Et selon le plan Trump, ce qui devrait se passer après le retrait, le rapatriement des corps des deux derniers otages morts vers Israël, ce serait donc que l'armée israélienne se retire quand le Hamas dépose les armes. C'est une étape qui va être très compliquée à obtenir. Quelle serait, selon vous, est-ce que c'est en effet la prochaine étape ou est-ce que, selon vous, la prochaine étape doit être différente? Et je vous pose la question d'un point de vue palestinien. Alors, d'abord, il a été dit que quand les prisonniers seraient libérés, les otages,
l'armée israélienne va se retirer. À mon avis, l'armée israélienne ne compte pas se retirer. Et nous, notre position politique par rapport à ça, nous croyons que le Hamas doit devenir un parti politique. Un parti politique qui se présentera aux élections s'il le faut, que peut être une opposition, mais nous sommes pour que la loi, les lois palestiniennes, je dirais, parce que nous avons un système juridique très important, règnent à Gaza et que l'OLP, qui est reconnue internationalement encore comme la seule représentante légitime du peuple palestinien depuis 1974, juridiquement, c'est l'OLP qui est la représentante du peuple palestinien, même si sa popularité, enfin la popularité de l'autorité est très bas, on sait, mais juridiquement, c'est l'OLP qui est reconnu internationalement et qui prêche l'application et du droit international et nous voulons un état de droit. Maintenant, la question qui se pose, comment y arriver? Pour moi, pour nous Palestiniens en général, c'est par les élections. Nous avons besoin des élections, même s'il y en a tout le temps, hein, mais les élections nationales, à savoir les présidentielles et pour le Parlement, il n'y en a pas eu depuis 2007, on peut en parler si vous voulez, 2006, pardon. Et donc, il y a beaucoup de responsables qui ont rouillé là où ils sont, et il faut vraiment renouveler et faire participer des moins âgés, disons. Alors, sous combien de temps vous pensez qu'il est possible de tenir des élections? Moi, je peux témoigner et dire que nous avons des institutions officielles, et notamment l'institution qu'on appelle l'institution des élections, qui est tout à fait prête à organiser des élections. Reste de petits problèmes matériels, à savoir les lieux, mais je peux témoigner que en 2014, on était prêt, tout à fait prêt, les listes, les lieux et tout, pour organiser des élections. Mahmoud Abbas a dit que nous avons besoin d'un an. Moi, je crois qu'en moins qu'un an, nous pouvons faire des élections. C'est vrai qu'il n'y a plus d'état civil à Gaza, mais il y Vous a des avez 2 relations. millions de déplacés à Gaza. Vous avez 2 millions de personnes Oui, qui sont c'est vrai. déplacées. Vous avez des centaines de milliers qui vivent sous des tentes. Est-ce que ces gens-là, on peut décemment les appeler aux urnes? Ben, on espère d'abord qu'il ne reste pas sous les tentes d'ici un an. On espère. Mais on ne sait pas. De toute façon, oui, il y a des doubles, des registres civils qui ont été détruits à Gaza. Et moi, je crois que tout dépend de la volonté politique. Je ne sais pas si Hamas va accepter des élections ou plutôt être contre. Je n'en sais rien. Mais je crois que politiquement et en bonne partie matériellement, nous sommes prêts et c'est faisable en un an. Quand on dit en Israël que quand les Israéliens entendent dire qu'il faut des élections euh, pour renouveler l'autorité palestinienne ou unifier les factions palestiniennes ou avancer en tous les cas au niveau de la politique palestinienne, la réponse est de dire le Hamas va gagner ces élections. Eh bien, c'est une fausse réponse, d'autant plus que par précaution, l'autorité palestinienne a fait une ordonnance juridique qui oblige tous les candidats aux élections de signer, euh, d'accepter le programme politique de l'OLP. Le programme politique de l'OLP, il y a là-dedans tout ce qui est accord d'Oslo, entre autres, et aussi notre programme politique, qui est un programme de coexistence et de fonder un État palestinien dans le territoire occupé en 1967. Donc, je crois qu'il n'y a pas de risque, cette fois-ci, qu'il y ait des gens qui ne reconnaissent pas
le programme politique de l'OLP qui arriverait au pouvoir à l'autorité palestinienne. Un sondage qui a été fait juste après le cessez-le-feu par un institut de sondage palestinien en Cisjordanie et à Gaza amène le chiffre qui est que uniquement 2,9%, donc moins de 3% de Palestiniens, veulent que le Hamas garde le contrôle à Gaza après la guerre, et seulement 3,2%, donc un peu plus, pensent que le Hamas arriverait à garder le contrôle. Donc on voit bien que les Palestiniens ne veulent pas d'un gouvernement Hamas, en tout cas pas selon ce sondage. Pour vous, est-ce que le scénario que vous décrivez où le Hamas accepterait les conditions de l'OLP et donc deviendrait un organisme politique, Parti sans parler de politique. un parti politique, sans parler de la réaction israélienne à cela, est-ce que vous voyez le Hamas donc déposer les armes et accepter la loi de un gouvernement, une OLP et donc une armée palestinienne, une seule arme qui ne soit pas les armes du Hamas, qui ne soit plus une milice armée? Je crois que oui, si on fait contribuer l'OLP, l'autorité palestinienne, à faire partie de la gestion de Gaza pour commencer. Nous disons haut et fort, et c'est une position inchangeable, pour nous, l'État palestinien doit comprendre et Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, c'est clair. Maintenant, je crois que nous, Palestiniens, si on arrive à faire comprendre à tous les Palestiniens à Gaza que nous voulons un État indépendant et un État démocratique et bâti sur le programme politique de l'OLP, je crois que très pacifiquement, nous pouvons effectivement faire rendre les armes à l'autorité palestinienne et que pacifier Gaza. Hamas, les cadres du Hamas qui donnent des interviews ces derniers temps, et ce sera ma dernière question sur le Hamas, pour l'instant j'avancerai après, les cadres du Hamas qui donnent des interviews disent bien qu'ils ne déposeront pas les armes. C'est une position qu'on peut comprendre, mais je crois que tout le monde doit être réaliste, et par réalisme, je crois, et entre Palestiniens, nous pouvons y arriver. D'accord. Autre question sur les élections. Euh, une des analyses qui peut être faite sur le manque de tenue des élections dans l'autorité palestinienne ces presque 20 dernières années, c'est de dire que Abou Mazen n'en veut pas. Parce que Abou Mazen sait, Mahmoud Abbas, qu'il n'est pas populaire et qu'il serait peut-être remplacé et que donc il fait tout pour ne pas tenir d'élection comme celle qu'il a annulée en 2021. Je témoigne que c'est faux, personnellement, hein. Moi, je crois que, vous savez, l'homme politique palestinien a toujours des dilemmes. On ne choisit pas entre une bonne décision et une mauvaise décision. Mais actuellement et depuis longtemps, depuis peut-être 2006-2007, l'homme politique palestinien choisit décisions en fonction de décisions mauvaises ou moins mauvaises. En 2021, vous savez, déjà en 2014, Mhm. en 2014, il a été au mois de juin exactement, où je n'étais plus ministre. On a désigné un gouvernement restreint de 15 ministres pour 6 mois et pour préparer les élections jusqu'à la fin de 2014. Ça n'a pas marché, le gouvernement est resté 5 ans, je crois. En 2021, on était tout prêt, hein. On était tout prêt. Le problème est qu'Israël a interdit l'organisation des élections pour les Palestiniens à Jérusalem-Est, comme était le cas en 1996. Eh ben, le choix était ou de dire oui, bon, d'accord, on va les faire à l'extérieur de Jérusalem, et dans ce cas-là, c'est une acceptation de l'annexion de Jérusalem par Israël, ou dire non, et dans ce cas-là, il y a l'opposition et d'autres, beaucoup de monde qui ont dit ah, il a peur de faire des élections. Alors que il y a toujours des élections, hein.
les dernières élections ici en Cisjordanie et Gaza a participé, c'était pour les ingénieurs, par exemple. Il y a vraiment toutes les semaines des élections, que ce soit dans les universités, Oui, les mais élections municipales, oui, mais pas les qui ne élections. sont pas des élections qui menacent la position de Mahmoud Abbas dans ce cas-là. Pardon? Qui ne sont pas des élections qui menacent le poste de Mahmoud Abbas. Ça ne le menace Oui, pas oui. personnellement, politiquement. On est d'accord, on est d'accord. Sauf que ces élections, quoi, indiquent quand même la popularité réelle politique. Depuis 2007 jusqu'à maintenant, moi j'ai été élu 2 fois, en 2012 et en 2017, membre de conseil municipal à Hébron. Actuellement, toutes les élections sont gagnées, disons, par Fatah. Parce que Mhm. moi, je ne me considère pas pro-Mahmoud Abbas ou pro-quiconque, hein. Moi, je suis de Fatah et c'est Fatah qui gagne dans toutes les élections, disons, partielles ou moins importantes que les élections nationales. Et c'est vrai que c'est très important. Et moi, je vais vous dire d'emblée, hein, moi, je crois que Mahmoud Abbas ne va pas se présenter. Et s'il se présente, c'est peut-être pour se retirer tout de suite après les élections. Comme ça, il choisit son second. Mais nous savons qu'il y a beaucoup, beaucoup de responsables qui sont maintenant, bon, ils doivent se retirer peut-être et aller à la retraite. Voilà. Et on sait aussi que, selon donc, les sondages, toujours au sein de la population palestinienne, que, en fait, si on regarde les résultats des sondages, 33% voudraient voter pour des indépendants et 27% disent qu'ils ne savent pas. Et donc ensuite, c'est le Fatah qui arrive à 20% et le Hamas très bas à, je sais pas, voilà, 2%. Donc en fait, on voit bien qu'une majorité des répondants à ces sondages veulent un changement, ne veulent plus de l'autorité palestinienne en place. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez, Si, quelque ils chose que veulent vous l'autorité, entendez autour de vous? si, ils veulent l'autorité palestinienne, mais avec d'autres chefs. C'est clair, D'accord. avec d'autres responsables, oui. Alors, oui, Garder les évidemment, institutions, mais changer les ah visages. oui, bien sûr, oui, oui, je crois. Je crois que, évidemment, le Gazaoui n'a pas vécu la même chose que le citoyen palestinien en Cisjordanie. À Gaza, ils ont eu Hamas avant le 7 octobre et après le 7 octobre. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ne voteraient pas pour Hamas. Maintenant, en Cisjordanie, c'est différent. On entend parler et on n'est pas touché ni par la dictature religieuse, ni par la faim, ni par beaucoup de choses, quoi. Et c'est vrai que moi, je discute toujours avec tout le monde dans la rue, hein. L'homme de la rue, je prétends que je l'écoute. Eh bien, Hamas maintenant, les gens de Hamas sont victimes de cette guerre israélienne. À chaque fois qu'il y a un Gazaoui qui est tué, c'est comme si c'est Hamas, quelqu'un de Hamas qui est mort. Donc, le Hamas est victime d'Israël beaucoup plus que les autres mouvements politiques. Et ça fait une popularité. Et c'est vrai que le peuple palestinien, chez les Israéliens, c'est pire, hein, je sais. Le peuple palestinien, il y a des religieux et il y a des laïcs. Et donc, effectivement, l'OLP, l'OLP est une organisation laïque et l'autorité palestinienne, c'est une autorité largement et clairement laïque. Or, les religieux n'aiment pas trop ça. Nous avons le même problème aussi en Israël, hein. Mhm. Vous êtes Vous d'accord? avez Vous qu'il y êtes a une d'accord vraie, qu'il y a qu'il y a une un vraie scission problème? entre les religions et les laïcs et qu'on a un vrai Ah problème oui, de vivre oui, ensemble. Oui, oui, je suis tout à oui, fait oui, d'accord. bien sûr. Et que les fanatiques religieux messianiques menacent la démocratie israélienne complètement. Oui. Ouais. Et empêchent d'avancer les efforts de réconciliation dans la région, c'est une évidence. Et d'ailleurs, à ce sujet,
vous expliquiez que si les élections palestiniennes ne se sont pas tenues jusqu'à maintenant, c'était à cause Jérusalem, des oui, Israéliens qui refusaient de laisser les Palestiniens voter à Jérusalem-Est. C'est toujours le absolument. cas, a priori. On voit mal Netanyahou laisser les choses se faire. Donc, dans ces cas-là, dans cette structure-là, comment, avec cette réalité, vous voyez les élections se tenir? Vous laissez tomber le vote à Jérusalem-Est ou vous avez des moyens Je de ne sais pression pas. sur Netanyahou que nous n'avons pas encore Je ne découvert? sais pas. Je ne sais pas, c'est un réel dilemme. Moi, je crois que si j'étais à la place de Mahmoud Abbas, je ne le ferais pas sans le faire à Jérusalem-Est. Mais ça coûte cher. Je ne sais pas. C'est, c'est un vrai dilemme qui montre bien notre, la contradiction entre notre politique, notre détermination et le réel sur le terrain. Mm. Dans le plan Trump, l'autorité palestinienne, elle est soumise à une réforme, à des réformes. C'est ce que Oui, c'est aussi le dada, Biden. c'est le dada de tout le monde. Il y en a marre de ça. Nous avons besoin de réformes. Nous avons besoin de réformes. Tous les États autour de nous, y compris Israël, ils ont besoin de beaucoup plus de réformes. Nous, je dirais, bon, on parle de corruption de l'autorité palestinienne, de réforme et tout ça. Oui, peut-être qu'il y a corruption, sans doute, par-ci, par-là. Mais tout le budget de l'autorité palestinienne, ça vaut une seule corruption dans un État comme les États-Unis ou comme en Israël, hein. Vraiment, mais ça, c'est un mot, un bon mot, mais qui veut vraiment ternir la réputation de l'autorité palestinienne. En tout cas, il n'y a pas. En l'occurrence, les réformes Pas. qui sont en tout cas citées Oui. constamment par les médias israéliens quand on parle de ces réformes, ce sont deux choses qui reviennent tout le temps. C'est les livres scolaires, les manuels scolaires, Oh là là. avec de l'incitation à la violence. Et la deuxième, c'est le paiement aux familles des Palestiniens qui ont eu des actions terroristes contre des Israéliens et des Juifs et qui sont donc en prison. Je me demandais si vous alliez en parler. Je vais vous raconter. Il y a une quinzaine d'années, j'ai été contacté par un professeur israélien et le directeur de la radio israélienne en arabe, Makan. Ils avaient des subventions pour qu'on étudie les livres d'éducation palestinienne parce ils ont des critiques. J'ai accepté. Juste, j'ai demandé à ce qu'on fait en même temps l'étude des livres scolaires israéliens. Eh bien, ils n'ont pas voulu, parce que je voulais une étude parallèle. Alors, en la matière, je peux parler longtemps, longtemps, mais pour résumer, moi, je réclame qu'on étudie les livres scolaires dans les colonies, les livres scolaires dans beaucoup d'écoles israéliennes. Et moi, je propose une commission neutre avec une Israélienne à la tête, Madame Pellet, par exemple, qui sera à la tête de la commission avec un international et un palestinien pour étudier à la fois les livres israéliens et les livres palestiniens et essayer d'améliorer dans la direction de la paix. En la matière, j'ai beaucoup de choses à dire. On peut consacrer euh, tout un, toute une émission pour en parler, mais à mon avis, tous ceux qui nous reprochent nos livres scolaires doivent regarder leurs livres scolaires d'abord, et permettez-moi de conseiller un film de Eyal Sivan, qui est sorti il y a 20 ans peut-être, avec un titre Iskor. Iskor parle de l'éducation dans les écoles israéliennes. Je vous conseille de le regarder. Ça explique en partie cette mentalité israélienne extrémiste souvent. À mon avis, le problème de la mentalité israélienne se trouve au-delà des livres scolaires, mais je ne rentre pas dans le débat avec vous là-dessus. Je voudrais vous poser une dernière question pour ma part, pour l'instant, pour laisser la place aux questions des personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce qui fait, vous,
Anouar Aboueché, que vous soyez toujours optimiste, que vous y croyez toujours. Quand vous avez en face de vous, notamment, un président Trump dans lequel vous n'avez pas confiance, et Benjamin Netanyahou, un Premier ministre israélien, qui dit les choses clairement, il n'y aura pas d'État palestinien, et qui pour l'instant continue à avoir assez de soutien dans la population israélienne pour se représenter encore une fois aux élections. Alors, ce qui fait de moi optimiste, c'est que je sais profondément qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce que c'est où les Israéliens éliminent, comme ils utilisent souvent ce mot, tout le peuple palestinien, ou le peuple palestinien élimine les Israéliens. C'est impossible, dans les deux sens. Et c'est atroce, et on n'en veut pas. La seule solution vraiment que nous avons, c'est de vivre ensemble. Et il n'y a pas, je ne vois pas d'autre choix. Et donc, tant qu'à faire, au plus vite possible. Et aussi, je crois à la jeunesse palestinienne, à la jeunesse dans le domaine international. Je crois, j'ai vu que les Palestiniens, la jeunesse palestinienne, continuent à porter des drapeaux et vont vers la direction d'une solution juste et durable. Moi, alors dans ma bouche, tout le temps, pour moi, une solution juste et durable, c'est une solution euh, politique basée sur le droit international. Le droit international est ma Bible. Maintenant, déjà, pendant les accords d'Oslo et après, il y a eu des idées sur des petits compromis par-ci, par-là, c'est autre chose. Mais que le principe doit être le droit international. Et je continue à croire qu'il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Et donc, effectivement, je suis optimiste. Peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, oui, je vois que je prendrai bien ma voiture d'ici à Hébron. En 1 heure, je suis chez vous, à Jaffa, et on ira manger dans un restaurant au bord de la mer. Avec Je le grand veux. plaisir. Avec Je grand le plaisir. veux. Et en attendant, on viendra vous voir à Hébron, puisque vous nous avez gentiment invité à venir vous voir sur place. Merci beaucoup pour votre temps et pour vos réponses. Je laisse la place à Gérard Benamou qui va maintenant vous poser les questions du public qui est avec nous depuis le début et vous écoute. À ton tour, Gérard, Surtout il faut que tu n'écartez, enlèves ton mute. Gérard, surtout n'écartez pas les questions difficiles, hein. Les questions Gérard, difficiles. tu dois lâcher ton micro qui est sur mute. Il faut que tu le libères. Réouvre, voilà. Ça y est, là, je suppose que vous m'entendez, donc je vous dis bonsoir à tous. Merci Emmanuel. Alors, première question, monsieur Anouar Abou Eché, une question de Odile. Le premier défaut du plan Trump n'est-il pas de réduire le futur État palestinien à la seule surface du malheureux territoire de Gaza? Alors, on ne sait pas. En tout cas, c'est un risque, hein. C'est pas dit. C'est pas dit si l'armée israélienne va rester au-delà de ce qu'on appelle la ligne jaune et si même j'ai vu des informations sur la moitié nord de Gaza qui va être prise par les Américains, je n'en sais rien. Mais évidemment, je suis d'accord avec elle que Gaza, tout entière, toute la terre qui a été occupée en 1967, y compris encore une fois Jérusalem-Est, doit faire partie de l'État palestinien. Alors, une autre question de Anna Zilinska, une question assez personnelle pour vous, puisqu'elle dit Cher en noir, c'est formidable de vous écouter. Ma question est toujours la même. Quels sont les efforts des autorités palestiniennes aujourd'hui pour libérer Marwan Barghouti? On dirait que les efforts pour sa libération se font sans l'autorité palestinienne et c'est dommage. On a besoin de vous. Elle conclut ensemble. Alors, permettez-moi de raconter une histoire. C'était en 2014, je crois, ou à la fin de 2013. À l'époque, il y avait John Kerry qui faisait la navette entre Israéliens, Palestiniens et les Américains. Et Netanyahu, à l'époque, avait signé de libérer 25 prisonniers, de prisonniers condamnés à perpétuité avant les accords d'Oslo. Ils étaient en prison avant les accords d'Oslo. Netanyahu a signé, puis après, Netanyahu a dit non, je ne les libère pas.
Mahmoud Abbas, et c'était un point très important à l'époque, il a dit, puisque Netanyahou ne respecte pas sa signature, on arrête de négocier. Eh bien, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si Mahmoud Abbas l'a regretté ou pas. En tout cas, c'est pour vous dire qu'on attache une très grande importance à la libération de tous les prisonniers. Et nous avons ici aussi un comité de soutien à la libération de Marwan al-Barghouti, qui s'est réuni d'ailleurs hier ou avant-hier, je crois, à Ramallah, et qui réclame, avec des responsables de l'autorité, hein, et des responsables de Fatah, qui réclament la libération de Marwan Barghouti. Et je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que l'autorité ne veut pas ou veut. Je n'y crois pas. Je crois que vraiment, c'est sincère. L'autorité palestinienne et tout le peuple palestinien attachent une très grande importance à la libération de tous les prisonniers, y compris Marwan Barghouti. Alors, une question complémentaire qui va avec la réponse que vous venez de donner, elle est de Jamal Amiyar. Qu'apporterait la libération de Marwan Barghouti au mouvement pour la paix? Alors d'abord, c'est humain. Nous voulons que tous les prisonniers soient libérés. Alors, qu'apporterait ça? Ça enrichira le débat. Et je crois que moi, ce que je veux, c'est qu'il arrive à un moment où il y a des élections, qu'il se présente aux élections. Je voterai pour lui. Nous ne voulons pas de désignation de quiconque. Nous voulons des élections au plus vite et qu'il se présente. Et moi, je voterai pour lui. Maintenant, qu'est-ce que ça va apporter? Nous connaissons bien tous Marwan Barghouti, qui a participé à beaucoup de dialogues avec les Israéliens depuis très longtemps. Et c'était un homme de dialogue, d'avancée, un homme de paix, comme il y en a un chez nous, hein, mais bon. Et il devient effectivement symbole de cette injustice qui est infligée à beaucoup de Palestiniens, et même je dirais, il a été tellement victime d'injustice dans ces prisons israéliennes. Vous savez, dernièrement, ces dernières 2 années, je crois que la sympathie de la population avec les prisonniers est au sommet, tellement on entend parler d'atrocités contre tous les prisonniers palestiniens, y compris Marwan al-Barghouti. Donc oui, je crois que tous les prisonniers peuvent enrichir le débat sur l'avenir de la Palestine. Alors, pour clore les questions de M. Jamal Amyar, une dernière question de sa part, quelles actions peuvent mettre fin aux opérations militaires israéliennes en Cisjordanie? Ah, alors, depuis très longtemps, nous misons, l'autorité palestinienne, nous, l'OLP, nous misons sur l'opinion publique mondiale, sur la pression internationale. Israël, maintenant, fait partie des États les plus forts dans ce monde, dans tous les domaines, surtout militairement. Alors, nous croyons à l'utilité de la pression internationale, et voilà pourquoi on était super contents. On a dansé quand Macron a reconnu l'État palestinien, parce que pour nous, nous voulons avancer, convaincre l'opinion publique mondiale que cette opinion publique mondiale, que ces États de monde qui prétendent à des valeurs, à des droits de l'homme, à l'égalité, fraternité et tout ça, pratique une pression sur Israël pour obliger Israël à respecter le droit international dans tous les domaines. Sinon, nous ici, vous savez, tous les jours, hein, tous les matins, d'ailleurs, même quand j'écoutais Gérard Benamou, Radio Shalom, il y a longtemps, il y avait souvent le nombre de prisonniers palestiniens. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a eu une trentaine. Tous les jours, nous avons des prisonniers de plus palestiniens, et nous savons qu'il n'y a ni
ni une résistance militaire, ni même une résistance civile de nos jours qui peut changer le rapport de force. Mais nous comptons encore une fois, et je finis, sur l'opinion publique mondiale pour obliger Israël à respecter ce droit international. Alors, Amir, C'est difficile à un noir de venir nous voir ici à Jaffa, alors qu'on aimerait bien que ça serait le cas et très vite. Nous, en tout cas, Palestiniens de l'intérieur, nous pouvons, même avec beaucoup de difficultés, mais nous pouvons aller les visiter et je compte le faire. D'ailleurs, Anwar, Bienvenue. il y a quelques minutes, nous a très gentiment invités et ça serait un honneur pour moi et je serais ravi de venir vous voir personnellement. D'ailleurs, je crois que votre participation aujourd'hui au groupe Shalom Salam, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de très très important parce que c'est vrai que ça fait plus de 2 ans à peu près, Michel, qu'on est en train de former ce groupe, de l'élargir, de faire de plusieurs contacts, que ce soit personnel ou par audiovisuel. Mais on n'a pas souvent des gens qui sont des personnalités comme vous, ou bien des gens qui connaissent la cause palestinienne, qui peut en parler et qui peut donner un point de vue sur lequel on peut réfléchir, on peut discuter, on peut ne pas être d'accord ou on peut être convaincu. Pour ça, je vous remercie infiniment. D'abord, je prétends que nos différences politiques, nous les Palestiniens en général, peut-être à Hébron en particulier, ne nous éloignent pas les uns des autres. Je veux dire, souvent, je rencontre des gens dans la rue, et même chez eux parfois, et je sais qu'ils sont sympathisants de Hamas, ou sympathisants de l'extrême droite, Hizb ut-Tahrir par exemple, ou de la gauche. Le dernier avec lequel on a beaucoup plaisanté sur l'autorité palestinienne aujourd'hui, c'est un communiste. Et donc, nous avons des relations tribales, familiales qui sont très fortes et qui mettent de côté tout ce qui est relations politiques. Maintenant, est-ce que il y aura un rapprochement entre Hamas et l'OLP? Moi, je le dis depuis très longtemps. Je m'en fous. Je m'en fous dans la mesure où moi, j'ai besoin de position. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir un parti communiste fort? Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une opposition qui ne nous laisse pas faire n'importe quoi sans qu'il y ait une opposition veillante. Mais, alors que tous les autres parlent d'unité nationale, d'accord. Maintenant, nous avons un programme très clair. C'est aux gens de Hamas de décider s'ils rejoignent ou pas. S'ils ne rejoignent ou pas, pour moi, ils sont palestiniens. Ils feront partie du peuple Anwar, palestinien. Mais qu'ils d'accord. restent dans l'opposition, pourquoi pas? Mais on a besoin d'opposition, sinon on agira d'une manière dictatoriale. Alors, est-ce qu'il y aura de rapprochement très bientôt? À mon avis, tout dépend de ce que l'autorité palestinienne peut obtenir face à l'occupation. Par exemple, de quoi j'ai besoin de cette autorité qui n'arrive pas à me payer mon salaire? L'autorité doit à 180 000 salariés une année de salaire. Et les fonctionnaires vivent, et je ne parle pas de Gaza, de Cisjordanie et de Gaza en même temps, dans une pauvreté totale. Dans les hôpitaux publics et les cliniques, il y a pratiquement plus de médicaments. Mais à quoi ça sert cette autorité? Et donc, c'est là où l'opposition, si vous voulez, les gens de Hamas, les gens qui sont de la gauche aussi, qui critiquent l'autorité palestinienne, de quoi j'ai besoin de cette autorité? Et en plus, cette autorité n'arrive pas à me protéger, moi, le peuple, enfin, le citoyen palestinien. L'autorité ne peut pas exécuter les jugements en matière civile. L'autorité ne peut pas chercher des délinquants.
qui se réfugient dans les zones où c'est interdit aux policiers et aux agents de sécurité de l'autorité se Anouar, rendre. je veux t'interrompre. Anouar, tu m'entends? Oui. Euh, Parle plus fort et approche-toi Anouar, à voilà. l'appareil. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Oui, Anouar, tu sais à quel point je suis sensible aux problèmes et aux malheurs des Palestiniens. Tu m'as reçu avec mon épouse et une amie journaliste il y a une semaine chez toi. On a été à Hébron. Et si on a monté ce groupe, c'est parce qu'effectivement, on souhaite trouver une solution positive pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. Et là, et Amir le sait, puisqu'Amir vit dans la société israélienne, le mot Hamas, rien que le mot Hamas est quelque chose qui terrorise les Israéliens. Et en Israël, une immense majorité des Israéliens est opposée à un État palestinien. Et là, il y a une espèce de terreur depuis le 7 octobre, un refus fondamental de l'État palestinien, parce qu'il y a toujours cette idée qu'un État palestinien, ça sera comme ce qui s'est passé à Gaza, il tombera dans les mains du Hamas ou d'autres organisations islamistes et terroristes. Alors, qu'est-ce que tu peux dire pour rassurer les Israéliens juifs et même non juifs sur le fait qu'un État palestinien ne répétera pas le scénario de Gaza dans les mains du Hamas? je dis à tout le monde, je dis à tout le monde, Israéliens et Palestiniens. Quand je me promène à Hébron avec des Français, par exemple, le citoyen d'Hébron, il me dit, oui, mais ton ami français, là, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous? Je veux dire par là, il est enfermé et il souffre de tous les problèmes que vous connaissez de d'occupation. Alors, moi, je crois qu'il faut surtout commencer par alléger et même en finir avec toutes ces interdictions, tous ces barrages, 900 barrages qui sont dans le territoire occupé, la liberté de circulation, arrêter d'affamer les Palestiniens aussi en Cisjordanie, obliger le gouvernement israélien de lâcher de l'Est l'armée aussi, arrêter les agressions de colons. Tout ça, ça va de pair pour la conviction des Israéliens juifs. Moi, je crois que c'est, c'est, c'est une, c'est- les hommes politiques israéliens et palestiniens se gardent toujours au chaud, éloignés de l'homme de la rue, et ne font pas leur devoir d'aller dans la rue, convaincre en Israël les Israéliens, en Palestine les Palestiniens, convaincre de la justesse de, 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 d'un accord de paix, de l'application du droit international. La plupart de nos hommes politiques, israéliens et palestiniens, hein, et ils vivent séparés du peuple. Ils n'écoutent pas le peuple. Ils sont bien à l'aise à faire des discours éventuellement, ou à imaginer, ou faire même des enchères pour montrer qu'ils sont purs et durs et pour être élus. Et donc, il faut commencer par là. Et je fais partie de ceux qui sont prêts à parler à tout le monde, justement, pour montrer notre programme politique et notre volonté d'arriver à une paix juste et durable. Maintenant, je sais que j'aurai beaucoup de mal. Un colon ne me coûtera pas, plutôt il va me frapper. Et beaucoup d'extrémistes en Israël ne voudront même pas entendre parler de droit international. J'ai déjà eu cette réflexion souvent. Euh, et donc, nous sommes tous responsables. Nous devons vraiment travailler pour expliquer que c'est surtout la paix qu'il faut trouver, que en tout cas, on peut pas rester dans cette situation où Hamas c'est le Satan, et un tel n'est pas le Satan, et tout ça. Il faut se connaître. Et d'ailleurs, et j'arrête après, d'ailleurs, moi, j'ai montré à tout le monde israélien et européen comment le Palestinien vit à Hébron, entre autres. Il y en a qui sont aussi à côté des colonies, parce qu'il faut connaître, qu'on se connaisse mutuellement, qu'on se connaisse, qu'on fasse connaître les situations
justement pour reconnaître le droit à une solution pacifique et à la diminution de tout ce qui est violence et humiliation. Emmanuel? Je continue à noir sur deux choses que vous venez de dire. Vous dites que les hommes politiques israéliens comme palestiniens ne vont pas à la rencontre de leur public pour leur proposer une solution de paix. Moi, je vais soutenir que c'est pire que ça. C'est que vous avez des gouvernances qui ne veulent pas de ces solutions pacifiques. D'un côté, vous avez Abou Mazen qui n'a pas accepté le plan Olmert en 2008. De l'autre côté, vous avez Netanyahou qui le dit et qui Qu'est-ce va qu'il n'a pas rencontrer accepté? Qu'est-ce qu'il n'a pas accepté? le plan Olmert en 2008-2009. Abou Mazen, Alors, Mahmoud il a dit Abbas. devant moi, Abou Mazen a dit devant moi que quand il avait des négociations avec Olmert, Olmert parlait toujours d'un plan dans sa poche. Et Mazen a dit devant moi, à beaucoup de monde, que j'ai toujours demandé à Olmert de me donner ce plan qu'il a dans sa poche interne, il disait ça, il ne me l'a jamais donné. Alors moi, je crois qu'Olmert exagère dans ses propos, il n'est pas allé vraiment franco vers un vrai plan de paix. D'accord. Continue. Alors le fait est que, comme vous l'avez dit, en 2014, les négociations se sont arrêtées. On n'a pas vu depuis Abou Mazen faire un effort surhumain pour les reprendre. Et évidemment, il y a des circonstances autour. Mais le fait est, de l'autre côté, vous avez un Premier ministre israélien. C'est pas qu'il va pas à la rencontre de son public pour lui proposer un plan de paix, c'est qu'il va à la rencontre de son public pour lui expliquer qu'un État palestinien, ce sera un danger pour la sécurité d'Israël et que le Fatah équivaut au Hamas, c'est-à-dire au terrorisme. Donc, quand vous avez ça, en quoi, et vous avez dit une autre chose qui est très juste, là je le dis en tant qu'observatrice, en tant qu'israélienne aussi, que journaliste franco-israélienne, c'est que les populations israéliennes et palestiniennes ne se connaissent absolument pas et ne se C'est vrai. regardent plus. Et les médias mainstream israéliens ne couvrent absolument pas la guerre à Gaza et n'apportent absolument pas la situation en Cisjordanie, si ce n'est quand il y a des attentats contre des juifs israéliens. Donc, et très peu des violences des colons qu'on commence à les voir dans les médias israéliens ces derniers temps parce qu'il y en a trop. Mais sinon, et la vie de tous les jours des Palestiniens en Cisjordanie, on ne la connaît pas en Israël. Quand la situation est telle qu'elle, donc pas de volonté politique, pas de connaissance entre les peuples, comment est-ce que la société civile, à votre avis, peut permettre un changement? Et comment un groupe comme celui-ci aussi peut réussir à sortir au-delà de son écosystème francophone et avoir une influence sur les peuples israéliens et palestiniens pour faire avancer un projet de paix ou de solution entre les deux États? D'abord et avant tout, hein, vous avez répété, je répète encore pour confirmer, actuellement, le citoyen israélien ne voit pas les Palestiniens dans le territoire en général. Et aussi, ce qui est pire, c'est que le citoyen palestinien, par exemple dans la vieille ville ou à côté des colonies, ou même sur les routes, hein, les barrages, on voit ou le colon agressif ou le soldat de l'armée. Et c'est comme ça qu'il connaît Israël. C'est pour ça que c'est très difficile, moi, quand je parle avec mes citoyens, mes cousins, j'ai vraiment un mal fou à les convaincre qu'Israël, ce n'est pas seulement le colon et le soldat. Parce que de toute façon, c'est ce qu'ils voient. Et donc, c'est encore là le problème. Et comment il faut faire? Eh bien, c'est toujours la même réponse que je ferai. Il faut essayer d'obliger le gouvernement, l'armée, à protéger les Palestiniens, à diminuer l'humiliation. Encore une fois, on est humilié tout le temps. Et vous savez, rien que, par exemple, là, je vois une barrage. On ne comprend pas pourquoi l'armée te laisse 1 heure, 2 heures, 3 heures à l'arrêt, comme ça, ils s'amusent. Et on t'empêche de partir ou de revenir. Et même, combien de fois, moi, j'ai été humilié par des soldats à côté de la mosquée d'Abraham. Et pas que moi, tout le monde. Et donc, il est de notre devoir à tous, et peut-être les Israéliens avant moi, doivent faire comprendre aux grands officiers, aux hommes politiques qui sont au pouvoir, qu'il faut changer d'attitude, qu'il faut qu'il y ait un minimum de respect pour les gens, dans tous les domaines de droits de l'homme.
Et vraiment, sinon ça crée la haine. Maintenant, il est de devoir de toute personne qui veut travailler pour la paix d'aller parler de tout ça pour convaincre les gens à changer d'attitude, à être plus humain, et à travailler pour la paix, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, très rapidement, il y a Madame Martine Cohen qui a posé une question concernant le plan Olmert, mais vous avez répondu, monsieur Ouais. notre invité, donc il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, il y a Madame Yvette Shalom qui dit: pensez-vous que Jérusalem doit être sous juridiction internationale? Aïe. Je ne sais pas si je souhaite ça. En tout cas, on sait que, bon, par exemple, la France, c'est un pays qui reconnaît encore un statut international pour Jérusalem. Voilà pourquoi le consulat est encore au milieu. Maintenant, peu importe, internationalisation ou pas internationalisation, l'essentiel, c'est que ce soit une ville de paix et une ville où tout le monde, de toutes les religions, a la possibilité d'accès à tous les lieux saints. Je sais que c'est un nœud de problème. Pour moi, c'est un peu mythique, hein, tout ça. Mais l'essentiel, c'est que ce soit la liberté d'accès à tous les lieux saints. Je m'en fous, moi, que ce soit une direction internationale ou gouvernée par Israël ou par les Palestiniens. En tout cas, en dernier mot, je suis sûr et certain que le problème n'est pas matériel. Juridiction internationale ou souveraineté israélienne ou souveraineté palestinienne. C'est la volonté politique qui compte. Si on a envie d'avoir la paix, on accepte facilement à partir du moment où on est respecté, où les droits fondamentaux de tout le monde, et notamment la liberté, sont respectés, bah, il n'y a pas de problème. Monsieur Joël Thierry qui pose la question: est-ce que vous souhaitez revenir aux accords d'Oslo? Est-ce que? Est-ce que vous souhaitez revenir aux accords d'Oslo d'une certaine façon? Absolument, oui. Écoutez, au moment d'Oslo, moi personnellement, j'étais très content, et il n'y a pas que moi. Vous savez très bien que tout ce qu'il y avait comme action, petites actions de violence s'est arrêté. Je vais pas. Les accords d'Oslo n'ont jamais été officiellement annulés par le gouvernement israélien, ni par Netanyahou d'ailleurs, qui les critique sans cesse, et qui ne les a pas annulés depuis qu'il est au pouvoir. Une question de Charles Dillet qui demande: les jeunes Palestiniens ne sont-ils pas à ce point marqués par ce qui s'est passé à Gaza qu'il serait impossible de les intégrer dans la recherche d'une nouvelle paix avec Israël? La guerre à Gaza est terrible. Elle est terrible parce qu'en fait, il y a à peu près 70 000 morts. On ne sait pas encore le chiffre exact, mais on est en train de parler même d'un chiffre beaucoup plus grand que ça, parce qu'il y a encore des gens qui sont sous Les gravats. les gravats. Ouais. Et il y a un chiffre astronome de plus de 200 000 des gens qui sont blessés, gravement blessés. Il y a une situation dans laquelle plus d'1 million de personnes, même d'1 million de Gazaouis, qui n'ont pas de domicile fixe, n'ont rien où y aller, ils vivent sous ces tentes. Il y a un chiffre à peu près aussi d'1 million des Gazaouis qui ont été transférés de chez eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas dans leur zone, dans leur quartier, dans leur village, dans loin. Et, vous savez, même ceux qui sont restés en vie, ce sont des gens traumatisés. Vous savez ce que c'est jour et nuit d'être bombardé? Et du coup, oui, c'est vrai, ça va nous prendre des années, même des décennies pour arriver à se guérir de ce cauchemar. Maintenant, est-ce que cela veut dire que on ne pourra pas y aller vers la paix?
je crois que je suis mal placé pour en parler parce que je suis palestinien, oui, mais c'est pas moi qui vis sous les bombes. Le plan Olmert dont elle a parlé, c'est le plan actuel. Le plan Je, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert et le dirigeant palestinien Nasser El-Kidwa. alors, je veux bien y répondre si tu veux, puisque je connais bien la question. Tu l'as rencontré, Nasser El-Kidwa, et tu connais bien la question. J'ai rencontré Nasser Al-Kidwa, j'ai aussi couvert pour Le Point la première rencontre que Olmert et Nasser Al-Kidwa ont organisée à Chypre en début d'année dernière, avec 50 Palestiniens et 50 Israéliens. C'était une rencontre très discrète, on n'a pas le droit de dire qui était présent, sauf les gens qui ont accepté de révéler leur identité. L'idée, c'était de présenter un plan paix qui vienne du bas vers le haut, et ils ont élargi leur cercle depuis. Ils ont été notamment à l'Élysée, ils ont rencontré Macron quand il a fait sa présentation du plan avec l'Arabie Saoudite, la déclaration de New York. Alors en fait, c'est le même plan, hein. C'est-à-dire que ça se base sur le plan de paix qu'avait proposé en 2008 Olmert dans ses négociations avec Abou Mazen. Olmert soutient, je l'ai entendu le dire encore il y a quelques semaines, que Abou Mazen, Mahmoud Abbas, ne lui a jamais dit oui, mais ne lui a jamais dit, enfin ne lui a jamais dit non, mais ne lui a jamais dit oui, et donc n'a pas pris le plan. Et en fait, ce que Al-Kidwa et Olmert disent, c'est que c'est un plan de paix sur la base de l'ensemble du territoire de 67, c'est-à-dire qu'il y aura la même quantité de territoire, avec un échange peut-être de 4,4% ou un peu plus de territoire pour permettre des échanges avec les colons. Anouar, je réponds à une question à votre place le temps que vous reveniez. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Olmert et Al-Kidwa disent bien tous les deux qu'ils ne sont pas des dirigeants politiques en place, élus, et donc eux ne proposent pas un plan détaillé. Ils proposent une idée de plan de paix qui devra être adopté et mis en détail par les politiques qui seront en place pour le négocier. En disant bien qu'ils n'inventent pas la roue et qu'ils reprennent les idées qui avaient déjà été mises en place avec des parties de Jérusalem-Est pour être la capitale palestinienne, etc. Vous parlez de qui, s'il vous plaît? Du plan Olmert-Al-Kidwa qu'ils présentent, leur initiative qu'ils présentent en faisant un petit peu le tour du monde et en essayant de réunir la société civile israélienne et palestinienne. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette initiative? Moi, je pense que toute initiative vers l'avant pour la paix, c'est bon, quelle que soit la source. Ça, je suis pour. C'est évident, mais j'avais envie de continuer un peu sur les accords d'Oslo. Vous savez, dans les accords d'Oslo, il y a eu vraiment des idées géniales. Vous avez vu comment ça a été fait, la transition? Vous avez vu comment on s'est donné 5 ans pour arriver à l'indépendance de l'autorité palestinienne? Vous avez vu comment on a gardé tous les fonctionnaires de l'administration civile, militaire, qui ont continué à travailler et qui sont devenus des fonctionnaires de l'autorité palestinienne. Et donc, tout a été bien imaginé. Vous savez, en matière d'imagination pour la paix, nous avons beaucoup d'exemples. Par exemple, hein, tout de suite, je vous le dis, Michel, qui est en train d'écrire. Vous vous souvenez, on a dit, c'est pas grave, c'est bien, je sais que on a dit, même à Taba en 2000, même les colons qui sont dans les colonies, l'accord entre Arafat et Barak à l'époque, c'était que l'autorité palestinienne loue les terres de la Palestine à l'État d'Israël pendant 30 ans et les colons resteraient sous juridiction israélienne pendant 30 ans et au bout de 30 ans, ils décident ou ils se soumettent aux lois palestiniennes et qu'ils restent dans l'État palestinien ou ils vont en Israël. Par exemple, ça n'a pas marché, bien sûr, mais on va pas parler de ça, pourquoi et tout ça. Mais quand il y a la volonté politique d'arriver à une paix, c'est possible. Nous avons tous des imaginations positives pour une paix. Ce qu'il faut, c'est convaincre tout le monde, surtout les dirigeants politiques, d'y aller avec conviction. Alors, dans cet esprit, juste une seconde. Gérard, je veux dire quelque chose parce que le vrai problème a été posé par Amir. Oui, Par par Amir, rapport à la jeunesse. c'est le traumatisme terrible
et la situation terrible de la société palestinienne qui fait que la plupart des Palestiniens ne croient pas à la paix possible avec les Israéliens. Mais de l'autre côté, il faut voir aussi le traumatisme des Israéliens. Alors, évidemment, numériquement, il y a eu beaucoup plus de morts côté palestinien que du côté des Israéliens. Il y a des Israéliens palestiniens qui ont été tués le 7 octobre, des Israéliens arabes, voilà, qui ont été tués le 7 octobre parce qu'ils étaient Israéliens. Alors, le traumatisme, et c'est ça la difficulté que nous essayons de surmonter dans ce genre de dialogue, mais c'est de comprendre l'autre, c'est-à-dire essayer, quand on est israélien et juif israélien, de comprendre le traumatisme des Palestiniens et essayer aussi, quand on est palestinien, même si c'est plus difficile parce que on n'est pas dans la même situation, toi, Amir, est plus proche de notre situation, de comprendre aussi à quel point la société israélienne est traumatisée par le 7 octobre et n'a pas confiance, n'a plus confiance. Donc la question, c'est pas seulement les solutions, parce que le nombre de projets d'accord, il y en a eu plein. Et c'est vrai que par exemple, quand des gens me disent on ne va pas expulser 500 000 Israéliens, 500 000 Juifs israéliens des implantations des colonies, la réponse on l'a trouvée. Il est possible d'ailleurs d'annexer les principaux blocs d'implantation, et donc que ces colons juifs deviennent israéliens, et d'échanger avec des territoires. Donc les solutions sur le papier ont été trouvées. Et nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer, nous, à notre niveau, d'établir la confiance, parce que les solutions théoriques, elles existent, mais la confiance, la connaissance, toi tu as dit, à juste titre, que pour beaucoup de Palestiniens des territoires, les Israéliens, les Juifs, ce sont des soldats ou des colons de plus en plus violents. Mais nous savons, quand on est ici, que la plupart des Israéliens ne savent pas ce qu'est un Palestinien. Pour la plupart des Israéliens, les Palestiniens, ce sont des terroristes, ce sont les gens du Hamas, ce sont les assassins du 7 octobre. Donc, je crois que le rôle qu'a soulevé d'ailleurs notre ami Emmanuel, le rôle des sociétés civiles est très important, et c'est ce que nous essayons de faire ici. Et donc je le souligne une fois de plus, et je suis très content de voir toutes les questions qui sont posées par des gens d'opinions diverses, de sensibilités diverses, et qui sont en France pour la plupart, mais qui sont ici aussi, en Israël et parfois à Jérusalem-Est ou dans les territoires palestiniens. Je laisse Gérard poser encore des questions. Gérard, je veux juste faire une petite réflexion à propos de ce que vient de dire Michel. Je dirais c'est très important de regarder le deux côtés. C'est très important d'essayer de comprendre l'autre. Mais là où je suis un peu différent de la manière dont Michel aborde les choses, c'est que je dis qu'il ne faut pas mettre les choses en symétrie. Elles ne sont pas il n'y a pas de symétrie entre les deux côtés. Donc, c'est important d'aller un pas en avant vers l'autre, mais ça serait faux de faire cette comptabilité. Et c'est là où il faut être vigilant. Alors, Gérard Benamou, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Vas-y. Il y a beaucoup de questions. Juste un commentaire, Gérard, s'il te plaît. Juste un commentaire, s'il vous plaît. Écoutez, après Oslo, directement après Oslo, avant qu'il y ait ces attentats atroces, vous avez vu comment nous avons vécu une période de paix qui était exemplaire? Combien de fois, moi, je suis allé chez des amis israéliens à Tel Aviv et ailleurs. Ça a duré quelques petites années, malheureusement pas plus. Et donc, c'est possible. À mon avis, les traumatismes dont vous parlez sont effaçables, surmontables, à partir du moment où il y a la paix, la stabilité, l'optimisme d'avoir un avenir meilleur dans tout le monde, dans tous ces pays du monde. Il y a la France et l'Allemagne, les atrocités, et finalement, bon, les traumatismes, maintenant, on peut dire qu'ils sont effacés. Espérons que nos traumatismes israéliens et palestiniens seront effacés par une paix réelle, une justice et une volonté politique encore de vivre ensemble et de comprendre que c'est le seul choix possible. Moi, j'y crois vraiment. Il y a tellement de monde dans ce monde, dans beaucoup d'États,
et qui sont traumatisés pour une chose ou une autre, que c'est effaçable. C'est effaçable, je crois, avec le temps. Mais Alors, moi, je Oui. crois que c'est question le de temps. Sylvie, Des questions. Une question de Sylvie Cotineau qui demande quel serait votre partenaire politique israélien idéal à ce stade? Avez-vous une idée d'un dirigeant qui irait enfin dans une direction commune avec la vôtre? Alors, moi, je suis prêt à être partenaire de paix avec quiconque. Quels que soient ceux qui choisissent le peuple israélien, ils sont partenaires de paix. Maintenant, ça dépend ce qu'ils proposent et ce qu'ils acceptent. Je ne suis pas à la place des Israéliens, je suis palestinien. Je peux commenter les gens qui me gouvernent, mon autorité, critiquer et dire tout ce qu'on veut. Maintenant, c'est au peuple israélien de choisir ses dirigeants. Et nous, on est ouvert pour poursuivre le dialogue et essayer de convaincre tous les dirigeants d'aller vers un plan de paix étalé. Moi, je dirais que bon, c'est pas de jour au lendemain qu'on va dire ça y est, Israël va se retirer et tout ça. Non, c'est évident, comme pendant les accords d'Oslo. Pendant les accords d'Oslo, il y a eu 2 ou 3 ans, et puis après, on s'est donné 5 ans, jusqu'à 1999, pour décider le reste. Malheureusement, on a eu des extrémistes de toutes parts. Alors une question qui nous concerne nous tous ici un peu particulièrement, une question qui a été posée par Odile, qui demande, dans la perspective d'une pression internationale, qu'est-ce qui peut fédérer les micro-initiatives comme celle de Shalom Salam, Jaffa, dans et hors du territoire israélien-Palestine? À mon avis, nous devons tous, enfin, je réponds, pardon, Michel et les autres, hein, c'est à vous de répondre plus que moi, mais à mon avis, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de continuer avec tout le monde, tout le temps, quel que soit le lieu. Et pour moi, le plus grand danger, c'est justement que cette cause de paix soit oubliée et que l'on ne parle plus, comme avant le 7 octobre. Avant 7 octobre, c'était presque une cause oubliée. On parlait de fait accompli. Et moi, je crois qu'il faut que tous les Israéliens qui militent pour la paix et tous les Palestiniens doivent toujours être toujours actifs partout, partout, convaincre tout le monde. Au vu du comportement de soldats dans l'armée, comment peut-on imaginer un désendoctrinement dans un futur proche au sein de la jeunesse israélienne? Alors ça, moi j'ai un point de vue, les livres d'éducation, les écoles. Voilà, et je vous laisse répondre. Bon, il y a encore quelques questions. Alors, je m'adresse à vous qui regardez ce webinaire. Il y a certaines questions, certaines de vos questions qu'on ne relaie pas parce qu'elles ont été plus ou moins posées dans des Bien termes sûr. différents par d'autres, hein. Et puis, il y a d'autres questions qui arrivent. Et comme nous arrivons près de la fin de ce webinaire, les questions qui n'ont pas pu être posées pendant cette session, nous les Noir qui vous répondra, hein, à Noir. Tu répondras Eh ben, directement. écoute, et en plus, moi, je suis prêt à vous recevoir chez moi à Hébron, à vous faire un bon dîner ou un bon déjeuner, si vous voulez, et vous montrer comment vit quelqu'un à Hébron. Ça peut nous aider tous à mieux comprendre. Je suis d'accord qu'il faut que nous nous connaissions mutuellement, et c'est à partir de là que nous pouvons réfléchir mieux, pour les moyens pour la paix, parce que, croyez-moi, que chaque jour qui passe comme ça augmente la haine chez les Palestiniens sous occupation. Voilà. Une question, alors qui a été. Gérard, il y a encore d'autres questions. Il y a une question, je vois. Alors, je te pose la question telle qu'elle est posée par un des webinaristes, je ne sais pas comment dire, hein, des personnes Parle qui plus fort, Michel, parle plus fort, je vous entends mal. sont là ou pas. Tu m'entends ou pas? Maintenant, oui, mais parle plus fort, approche-toi de l'appareil. Alors, sur Voilà. Oui. qu'elle est posée,
la paix peut advenir tant que l'autorité palestinienne continuera de financer les familles de terroristes tués par l'armée israélienne ou tués dans des attentats, ou tués eux-mêmes dans des attentats. Voilà. Oui, je me demandais pourquoi cette question n'a pas été posée. J'ai dit que j'aime beaucoup les questions difficiles, moi. Écoutez, depuis la création de l'ELP en 1965, effectivement, on subventionne les familles des martyrs et des prisonniers, mais aussi des collaborateurs d'Israël que nous tuons, enfin nous, pas moi, mais qui sont tués par les résistants palestiniens, on subventionne aussi la famille. Moi, pour moi, au-delà de tout ce qui est politique, au-delà de toute position politique, c'est humain. Qu'est-ce que c'est cette mentalité israélienne de punition collective, détruire les maisons, laisser les enfants dans la rue et les femmes? Est-ce qu'il faut que la femme de quelqu'un qui a été tué doit être prostituée? Est-ce que les enfants doivent avoir faim? Déjà, au-delà de tout ce qui est considération politique, je vous Quelqu'un dis, qui a même, tué un noir, pas de quelqu'un qui a hein, été tué, de quelqu'un qui a tué. Vous dites de eh bien, il quelqu'un a qui a été tué, il est tué. puni. Quelqu'un qui a Il a tué tué, un attendez, Israélien ou un il a Juif. tué, il est puni. C'est autre chose. Maintenant, ces enfants qui ne savaient pas, qui ne l'ont pas poussé, il faut les jeter à la rue. Il ne faut pas prendre soin de sa femme. Il faut que sa femme aille se prostituer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, dans tout ce pays du monde, dans tout ce pays du monde, les enfants, les femmes ont le droit d'être entretenus par l'autorité ou par l'État. Je ne vois pas pourquoi. Il y a beaucoup de terroristes colons aussi qui sont, enfin, il y a pas de comparaison. Mais ce principe chez nous pour subventionner les familles, vous savez, moi à l'association par exemple, mais j'ai des enfants de collaborateurs. Est-ce que parce qu'ils sont collaborateurs, je leur dirais allez vous faire foutre et je les mets de côté? Nous avons le droit, le devoir d'être très actifs dans tout ce qui est domaine social. Et c'est pas une récompense à celui qui est mort. Celui qui est mort, il est mort. Celui qui est en prison, il est en prison. Je ne laisserai pas ses enfants et sa femme mendier dans la rue. Et je lutterai pour que sa maison ne soit pas détruite et les jeter à la maison. Cette punition collective, c'est interdit dans toutes les lois internationales. Et Je bien, Israël comprends. le pratique tous les jours. Oui. Je fais un gros effort pour comprendre ce que tu dis d'un point de vue palestinien. Mais est-ce que tu peux comprendre que d'un point de vue israélien, ça puisse choquer? Je voudrais juste, Pour un juif israélien, quoi? excusez-moi, Anwar, je veux juste, en tant que juriste israélien, je dirais que c'est un peu hypocrite de poser les choses d'une telle manière. Parce que regardons un peu le système juridique israélien, comment lui, il fonctionne. Vous savez que les allocations, ce qu'on appelle Bituach Leumi, existent ici en Israël. C'est-à-dire que même des gens qui sont assurés Tzion, ou des gens qui ont pris parti dans l'armée, ont toujours des allocations, ont toujours des faveurs, ont toujours je ne connais pas le mot en Les français. colons sont subventionnés, hein? Oui, ils sont subventionnés, c'est-à-dire que l'État, quand on parle d'un aspect social, comme vous venez de le dire, Anouar, l'État est toujours là pour aider les enfants, les femmes. Alors, juste pour donner un cadre quand même, là je fais mon rôle de journaliste à ce débat, il faut savoir qu'il y a une réforme donc, qui a été faite, il y a un changement qui a été fait par l'autorité palestinienne. Jusqu'à maintenant, les montants, l'argent était donné aussi en fonction de nombre d'années de prison du Palestinien. Aujourd'hui, ça a été fait différemment par l'autorité palestinienne, sous la demande de la communauté internationale et selon les engagements de Mahmoud Abbas.
les familles continuent à avoir de l'argent selon leurs besoins. Donc ça redevient une aide sociale et non pas une récompense au terrorisme. Et donc ça fait partie des réformes que l'autorité palestinienne présente comme selon son engagement. Non, vous n'êtes pas d'accord? On n'arrête pas les réformes. Quand j'étais ministre, l'Union européenne nous a dit si ce ministère des martyrs et des prisonniers reste au gouvernement, on coupe les fonds. Et ils ont arrêté pendant 3 mois. Et à l'époque, donc, quand j'étais encore ministre, on a sorti ce ministère, on a fait l'institution des martyrs et des prisonniers. Mais moi, je crois pas, je vois pas comment je laisserai les femmes des prisonniers mendier dans la rue. Je vois pas ça. Oui, mais Non, c'est ce qui a été dit. C'est justement, elles sont subventionnées, elles ont de l'argent sous la base de leurs besoins humanitaires et Oui, non sur bien la sûr. base du nombre d'années que Ouais, les, bien sûr, ouais, ouais. les On maris est ont eu en d'accord. prison. On est d'accord. De toute façon, il y avait des Palestiniens qui réclamaient ça. Je voudrais juste dire quelque chose qui, je pense, est assez flagrant si un Israélien ou un Palestinien qui ne sont pas francophones avait entendu cette discussion. C'est qu'il y a un mot qui revient énormément dans la discussion, évidemment, dans ce groupe, c'est le mot paix. Et je pense qu'il est important de Le mot savoir quoi? Paix, le mot oui. paix, paix, la paix. Oui, Et je oui, pense oui, qu'il oui. est important de savoir, pour les gens qui participent à ce webinaire, que c'est un mot qui n'existe pratiquement pas dans le discours public israélien et Voilà. palestinien. Les gens ici demandent la sécurité et la stabilité. Et donc, je le dis pas parce qu'il ne faut pas avoir une aspiration pour la paix, mais parce que quand on s'adresse à des Israéliens et des Palestiniens, il faut réussir aussi à comprendre leur langage et à parler à leur niveau et comprendre que l'aspiration n'est pas un grand mouvement de paix, mais pour l'instant une sécurité. Et je pense que ça peut faire avancer aussi les choses quand on présente la solution à deux États comme une solution qui apporterait la sécurité aux deux peuples, Absolument. au-delà des grandes idées de paix. C'était une Et, opinion très personnelle, mais je me Et, permets de... je vous rejoins et je crois que c'est surtout le peuple palestinien qui peut assurer la sécurité aux Israéliens, parce que si nous avons la paix ensemble, je ne vois pas quelqu'un d'autre qui interviendrait. ben, je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire. J'ai compris que les conditions techniques n'étaient pas idéales. Hein, j'espère que là on m'entend. Les conditions techniques n'étaient pas idéales, donc je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce webinaire. Il y a une trentaine de questions là que je vois s'afficher. Certaines ont été traitées, d'autres ne le sont pas, donc on va les traiter après l'émission, dans les prochains jours, en envoyant les questions à Anouar, qui vous répondra. Mais si on veut, aussi bien côté israélien que côté palestinien, sortir de cette situation, il faut une nouvelle légitimité. Alors en Israël, il va y avoir des élections plus tard en octobre, et en Israël, c'est relativement facile d'organiser des élections. On a l'habitude de le faire. Côté palestinien, il faudra aussi une nouvelle légitimité, et que cette légitimité, elle repose sur un projet, non pas la paix, comme l'a dit Emmanuel, mais au moins aller vers un chemin de coexistence entre les uns et les autres, de sécurité pour les uns et les autres, et de possibilité de vivre dans la prospérité et dans la démocratie. Je laisse Emmanuel conclure, puisque c'est aussi ses premières impressions sur cette première participation. Je pense que tu as fait une très bonne conclusion, Michel. Et je crois que ça a été très clair dans les propos d'Anouar Aboueche qu'il y a encore énormément d'obstacles sur la base de ce plan Trump, qui est, comme beaucoup d'Israéliens et de Palestiniens le répètent ces derniers temps, le seul plan existant actuellement. Donc il faut travailler avec ce qu'il y a, étant donné que, sachant qu'il y a encore énormément d'obstacles et de difficultés sur le chemin, mais comme Anouar l'a répété plusieurs fois, s'il y a une volonté politique, c'est possible. Et la question reste celle de rejoindre, se rejoindre la société civile et les volontés politiques. Voilà, je pense qu'il est temps de dire merci beaucoup à Anouar Aboueche d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. C'était un plaisir pour moi, vraiment. Et surtout, venez me voir à Hébron. Oui, l'an prochain à Hébron, le mois prochain à Hébron, la semaine prochaine à Hébron. Et merci au groupe, à Michel et Oui, à Amir et à Gérard et au groupe Shalom Salam d'avoir organisé ce webinaire. Merci à merci Noir. à vous tous. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère dans les conditions pas trop mauvaises.
À bientôt, au revoir. À Au À bientôt. revoir. bientôt. Au revoir.